Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet un peu spécial, on va parler de soins palliatifs. On passe ça, bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Comme je disais d'entrée de jeu, hein, les soins palliatifs aux soins intensifs, c'est pas un sujet qu'on entend beaucoup, mais c'est un sujet qui gagne à être connu. Pour en parler hein, aujourd'hui, j'ai avec moi Yann. Salut Yann, Salut Mathieu, ça va bien? ça va bien toi? Oui, effectivement, c'est un sujet qui est très peu connu, mais qui gagne en importance. Et on n'entend pas parler de ça souvent, fait que c'est pour ça qu'on a eu une bonne idée d'inviter un de nos amis habitués du francophone. Et je suis assez content de le recevoir. C'est toujours un plaisir de recevoir le docteur Mathieu Moreau. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour Yann. Je te remercie beaucoup de l'invitation, Mathieu, parce que, bon, t'es un ami, un habitué, même si tu fais que de rares apparitions sur nos ondes. Dernièrement, tu as réorienté ta carrière, Mathieu, hein, tu étais un médecin beaucoup aux soins intensifs. Maintenant, tu fais un peu plus de soins palliatifs. Qu'est-ce qui t'a amené ce changement de pratique? En fait, j'ai non seulement un peu réorienté, mais j'ai complètement réorienté ma carrière parce que j'ai passé des soins aigus de l'urgence et des soins intensifs à des soins palliatifs. Maintenant, ce n'est que ma seule tâche clinique. Puis, bon, les soins intensifs, les soins palliatifs, c'est sûr que pour les auditeurs, ça peut paraître un peu troublant comme changement. Hein. On se dit, ah, c'est pas tout à fait la même chose, les soins intensifs, les soins palliatifs. Un, on veut sauver la vie, puis l'autre, on veut vraiment, on est plus dans l'accompagnement de la fin de vie. Mais en fait, quand on s'y attarde un peu plus proche, on se rend compte qu'il y a plein de similarités. Hein. Aux soins intensifs, c'est un des domaines de la médecine où il y a le plus de décès. On accompagne plein de patients. Puis souvent, ces patients-là, ça se passe pas toujours comme eux le voudraient. Hein. C'est les soins intensifs, souvent, ils sont très malades, c'est souvent un choc. Donc, on doit accompagner les patients, mais énormément de familles. Puis donc, on considère que oui, il y a le patient, mais la famille dans son... Puis quand je dis famille, là, je parle des proches, comme une unité qu'on veut vraiment accompagner. Puis ça, c'est vrai aussi en soins palliatifs. Puis l'autre chose, c'est qu'on fait énormément de communication dans les deux domaines, dans des communications dans des moments de crise très souvent. Puis je dirais même que on regarde un peu les soins palliatifs modernes en 2021. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise énormément les mêmes molécules. Donc, on parle des opiacés, on parle des sédatifs, on regarde même en soins palliatifs l'utilisation, bon, la kétamine, la dexmédetomidine qui commence à rentrer tranquillement en soins palliatifs. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux domaines, mais ce qui est un peu différent, c'est qu'effectivement, on le regarde sur la lorgnette, est-ce que je peux sauver la vie de mon patient? Puis l'autre, c'est de regarder qu'est-ce que je peux faire de manière aussi intensive dans la gestion des symptômes pour faire en sorte que sa fin de vie se passe avec la meilleure qualité de vie possible. Donc, c'est un peu là où la différence est, mais c'est pas une différence si grande que ça. Qu'on pourrait résumer ça intensivement palliatif. On peut résumer ça comme ça. Mais ce que tu dis, ça m'interpelle parce que dans le fond, toi, tu as connu les deux milieux, les deux pratiques. Tu trouves qu'il y a beaucoup de similarités. Fait que si on se ramène dans le temps, là, mettons que tu reviens aux soins intensifs, là, qu'est-ce que tu ferais différemment avec tout ce bagage maintenant que tu as accumulé? Oui, ça, c'est une bonne question. Si on pouvait changer notre passé, il y a bien des choses qu'on ferait différemment. Euh, je dirais que, tu sais, peut-être pour commencer, là, les soins palliatifs, pour les expliquer aux auditeurs, on a encore beaucoup l'image des soins palliatifs, que c'est un médecin, que ce soit au chevet du patient, qui lui prend la main, puis que le patient va décéder dans les heures, dans les jours qui vont suivre. Hein. Les soins palliatifs de fin de vie tardif. Oui, ça fait partie d'un de nos trois piliers en soins palliatifs. On s'occupe de la fin de vie, on fait la gestion des symptômes de fin de vie. Mais on est impliqué de plus en plus précocement dans le parcours des patients, puis on a beaucoup de patients qu'on suit qui ont des niveaux de soins A ou B, donc qui vont avoir des séjours aux soins intensifs si jamais il y a une complication dans leur état de santé, mais qu'on les suit pour la gestion de symptômes complexes chez les patients qui ont des maladies potentiellement mortelles. Puis l'autre grand pilier, où est-ce qu'on est souvent consultant, c'est pour le soutien décisionnel. Alors, prendre une décision de vie ou de mort, c'est assez complexe. Puis pour certaines familles, certains patients, on a besoin d'avoir le support puis de vraiment pouvoir peser le pour et le contre
ou d'avoir quelqu'un qui nous aide à cheminer à travers la maladie et donc la décision à prendre. Puis, s'il y a des choses que je ferais différemment, bien, c'est sûr que les soins intensifs, on ne se le cachera pas, là, on est quand même assez technique, hein. Le patient, on n'y a pas toujours accès comme patient. Des fois, c'est un corps dans un lit à qui on fait subir toutes sortes de tests et de procédures. Puis, une des choses qui serait différente, en fait, c'est de redonner un visage humain puis une histoire à ce corps-là, puis d'utiliser beaucoup la famille pour arriver à ça. Puis ça, c'est, je pense, un peu la trame de fond des soins palliatifs, c'est comment redonner cette histoire-là à cette personne-là à travers nos interventions qu'on peut faire. Puis il y a plein de petites interventions, petites ou grandes, là, que si je pouvais revenir dans le temps, j'instaurerais beaucoup plus dans mes unités où j'ai travaillé. Tout à l'heure, Mathieu, tu disais que en tant que médecin de soins palliatifs, puis les soins palliatifs en général sont impliqués de plus en plus précocement dans les soins aux patients. Des fois, lorsque je vois mes patients, lorsque je pense à mes patients, à un moment donné, ça pop dans ma tête, puis je me dis, je pense que je vais demander les soins PAL. Mais je me rends compte que je ne les demande pas si souvent que ça. Puis, des fois, je les demande un petit peu à la dernière minute ou à la fin quand que j'ai plus grand-chose à faire, puis que je vois que même si je l'extube, il va peut-être pas décéder. Fait que là, je me dis, bon, des fois, je dis à la famille, s'il décède pas dans le premier 24 heures, ça se peut que j'appelle les soins PAL pour qu'on puisse trouver une place à l'étage, que ça soit tranquille. Je sais que c'est pas toujours quelque chose que vous aimez quand on veut juste avoir un lit là, de votre part, mais dans les faits, comment toi, tu verrais ça? Qu'est-ce qu'on devrait retenir du fait qu'on peut impliquer les soins PAL un peu plus précocement dans les soins de nos patients aux soins intensifs? Puis donne-moi donc quelques exemples que tu trouves que ça serait justifié ou adéquat, puis que toi, tu aimes te faire demander précocement dans les patients de soins intensifs. Oui, ça, c'est une bonne question. Puis la première réponse que je vais donner, c'est il faut bien connaître son milieu. Parce que ce que je vais donner comme réponse, c'est peut-être pas vrai dans tous les milieux. Ça dépend beaucoup des ressources locales. Puis quand on dit je vais demander les soins palliatifs, bien, on a l'image que c'est le médecin en soins palliatifs. Mais en fait, il faut vraiment plus voir ça comme l'équipe de soins palliatifs, parce que dans beaucoup de milieux, c'est les infirmières, c'est les travailleurs sociaux, c'est les intervenants en soins spirituels. Donc, on veut s'occuper des besoins multiples du patient. Puis ça, on n'a pas besoin des soins palliatifs par rapport à cette approche-là. Mais souvent, c'est que cette philosophie palliative est plus importante. Donc, si on se dit, je vais demander le travailleur social pour soutenir la famille parce qu'on voit que c'est très difficile puis c'est une dynamique familiale complexe, c'est déjà un bon move. Pas besoin de demander nécessairement le médecin en soins palliatifs. Tu dis, ce patient-là, je vois que ce qui le fait souffrir à ce moment-ci, c'est qu'il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix avec sa fin de vie, avec le fait qu'il va mourir. Il y a quelque chose au niveau spirituel qui n'est pas résolu, par exemple. Mais l'intervenant en soins spirituels est un allié important. Puis ça, c'est déjà des bons triggers, hein. Il y a une crise. Comment on peut regarder cette crise-là? Des fois, la crise, on la résout avec des médicaments, hein. Une des manières qu'on fait souvent, c'est que quand le patient est en crise, on veut lui donner des médicaments pour l'apaiser, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on le prive de sa conscience. Puis, ce qu'on sait des études, c'est que les patients veulent leur conscience. Donc, un des messages un peu clés, puis on le voit aux soins intensifs depuis des années, c'est de diminuer les sédations le plus possible. Mais parce que nous, on aime ça avoir accès aux patients, puis on aime ça effectivement d'impliquer assez précocement pour pas juste que le patient vienne mourir dans le lit puis qu'on n'ait pas le temps de travailler. Parce que ces aspects-là, hein, la souffrance humaine, ça ne se travaille pas en 2-3 heures, puis là, tout va bien. Des fois, oui, les symptômes, on va être rendus là, mais des fois, dans des aspects plus psychologiques ou existentiels, ça prend un peu plus de temps. Donc, certains triggers. Vous avez un patient que vous pensez qu'il est à haut risque de décéder. Vous venez lui faire un trial de soins intensifs, puis là, vous voyez que le trial, ça ne fonctionne pas super bien. Bien, ça, c'est un des essais, un essai de soins intensifs, je parle en français, c'est un des moments peut-être pour impliquer. Puis même des fois, même précocement, en disant, mais ce patient-là, je pense que ses chances de survie sont très faibles, mais on a décidé de faire un essai de soins intensifs. Ça se justifie de dire, j'ai impliqué tout de suite les soins palliatifs pour voir, est-ce que ça changerait quelque chose dans les soins qu'on peut faire, hein? Les soins palliatifs, là, tout le podcast qu'on fait, c'est un peu penser à l'extérieur de la boîte, hein. Donc, si vous étiez capable de tout faire ce que les soins palliatifs font, vous n'auriez pas besoin des soins palliatifs. Mais des fois, on est capable de le faire, mais on n'est juste pas tout à fait dans cette philosophie-là, puis on a juste besoin de quelqu'un pour dire « Hey, mais tu pourrais faire ça différemment. » « Hey, oui, je pourrais faire ça différemment. »
En fait, c'est qu'on demande à un collègue un peu d'analyser la situation. Donc, on regarde les patients qui sont à haut risque de décès, qui sont en train d'échouer en trial, les gens qui viennent qui ont eu besoin d'une réintubation, puis qu'on pense qu'on va être obligé d'aller vers une décision de trachéo ou non. Ça peut être des patients qui sont intéressants à demander les soins palliatifs en se disant, mais c'est quoi les alternatives? C'est quoi les alternatives qu'on a pour ce patient-là dans la prise de décision? Là, on les a. Donc, on peut les impliquer un peu en amont des carrefours décisionnels. Il faut être capable un peu de se dire qu'on doit possiblement laisser aller le patient puis être moins dans le beat d'être intensiviste puis être vraiment agressif dans les soins puis d'essayer de se trouver une autre porte de sortie ou une autre avenue qui peut nous amener vers un autre track. Là. C'est un petit peu ça que tu es en train de nous dire. Oui, c'est un peu ça que je suis en train de dire, mais en fait, je ne dis pas nécessairement qu'il ne faut pas être agressif et tout ça. On peut l'être, mais des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va penser avec nous puis qui va pouvoir nous rappeler c'est quoi les conséquences potentielles de cette agressivité-là. Puis, une des conséquences potentielles, on a parlé, on l'a évoqué dans une des apparitions précédentes, mais c'est de prolonger la phase du mourir. Puis des fois, des fois, on est tellement pris dans la vision tunnel qu'on manque un peu cette perspective-là pour se dire, ah oui, mais finalement, ce patient-là, il ne s'en sortira pas. Je fais des interventions, mais il faut que je prenne un peu le mouvement de recul. Des fois, c'est les familles qui vont nous dire, des fois, c'est les infirmières qui vont nous dire, les infirmières sont assez bonnes pour pouvoir nous dire ça. Des fois, c'est de dire, bien, est-ce que je suis vraiment là-dedans? Est-ce que c'est complètement fou ce que je fais? Est-ce que je suis en train de poursuivre des licornes en voulant continuer les soins de manière très agressive à ce patient-là? Puis, vous savez ce qu'on dit, hein? Quand on réussit avec des soins très agressifs à sauver la vie de quelqu'un, on va dire que c'est un miracle. Puis quand on n'arrive pas, on va dire qu'on faisait de l'acharnement. Donc, la définition entre les deux n'est pas si... la ligne n'est pas toujours si bien définie. Puis c'est pour ça que même en soins palliatifs, ça m'arrive de dire à des familles ou de conseiller à des familles, à des patients d'intensifier les soins pour toutes sortes de raisons. On n'est pas dans soins intensifs à ce moment-là, mais on n'est pas dans la philosophie qu'on va tout laisser aller, tout arrêter les soins. Au contraire, on va être agressif sur les symptômes, puis des fois, des occasions de prolonger les soins, prolonger la vie, qui seraient compatibles avec le projet de vie du patient, puis on veut les saisir. C'est une belle distinction que tu viens de faire, hein, d'être intense dans les soins palliatifs pour amener à quelque chose, là, de ne pas avoir peur d'y aller. Puis tu faisais un lien tantôt avec, tu parlais des infirmières, puis effectivement, des fois, c'est les infirmières qui nous recadrent. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis ça, c'est un conseil qu'on donne à tous les médecins. Je le donne à tous mes résidents. Quand les infirmières te disent que, ouf, là, je pense que ça va trop loin ou peut-être qu'on devrait s'enligner différemment, ben il faut les écouter parce qu'eux sont au chevet puis ils voient tout le temps. Ils voient toute la journée, toutes les heures, tous les moments avec les patients et les familles de ce qui se passe. Tout à l'heure, tu disais quelque chose, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, puis on mettra le petit papier, là, c'est comme un case report là, qui était ou un témoignage dans les lettres de la balado, mais tu disais que d'être capable de dire là, c'est assez, c'est la fin, ou de dire là, on doit faire ça ou aller vers une recommandation vraiment ferme envers la famille. Toi, c'est quoi ta vision de ça en tant que, vu que tu as fait les deux, soins intensifs et soins palliatifs, comment tu vois ça, les recommandations fortes que des fois on doit faire pour bien faire comprendre aux familles la situation ou des fois juste pour vraiment accepter ce que les patients veulent vraiment puis de respecter leurs valeurs? Mais tu sais, nous, on se connaît, Yann, alors ça serait pas, on pourrait pas, je pourrais pas te faire un conseil comme ça, puis ça serait pas la même portée. Mais disons qu'on se connaît pas, là. J'ai beau avoir mon statut de médecin, si tu arrives et tu as un membre de ta famille qui est aux soins intensifs, tu es déjà un peu en détresse parce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, les soins intensifs. Puis moi, je te dis, on devrait changer la philosophie des soins pour aller vers une approche plus palliative. Tu risques de faire comme, mais non? Tu risques de devenir dans une position défensive. Tu ne comprendras pas c'est qui, là, pourquoi il est paternaliste à ce point-là de prendre cette position-là. C'est ses valeurs à lui qui est en train de m'imposer, puis tout ça. Alors, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de ramener le projet de vie au centre des décisions, le projet de vie du patient, le partenariat. C'est qui ce patient-là? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Combien de patients qu'on a traités là, à tous les trois à travers nos carrières, qu'on se dit, ah, mais après quelques jours, là, puis même des fois quelques semaines, oui, mais ce patient-là, la qualité de vie qui serait acceptable pour lui,
c'est sûr qu'on ne l'atteindra jamais. C'était clair dès le jour 1 qu'on ne l'atteindra pas parce qu'il était déjà il était déjà sur une pente descendante super vite, puis là, ils viennent peser sur l'accélérateur. Puis, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on est en train de faire ça? Pourquoi on a fait ça pendant les dernières semaines? Alors, il faut se rappeler, c'est qui le patient, c'est quoi son projet de vie. Quand on a compris le patient, c'est quoi ses valeurs, bien là, c'est beaucoup plus facile d'offrir une recommandation. Puis moi, il y a une des choses que j'ai faites différemment aussi maintenant, là, ce que je fais différemment, c'est qu'avant, je disais ma recommandation, maintenant, je l'offre. C'est une petite nuance importante. Je dis, par exemple, dans une rencontre familiale, mais est-ce que vous aimeriez que je fasse une recommandation ou ce que je pense de la situation? Ce qui est différent mais moi, je pense qu'on ne devrait pas l'intuber. On ne devrait pas rajouter, on ne devrait pas intensifier les traitements s'il y a une nouvelle détérioration. C'est une nuance importante à faire. Par contre, ce que je me faisais dire, c'est vous, si c'était votre père, qu'est-ce que vous feriez? Ça, on entend ça super souvent, toujours. Ouais. Puis au début, c'était comme ah non, c'est pas mon père, je ne prendrai pas de décision, je ne suis pas dans votre situation, c'est votre décision, c'est pas la mienne. Maintenant, je vais répondre beaucoup plus souvent. Mais je veux dire, mais si c'était mon père, voici les valeurs que mon père a, puis je prendrais cette décision-là. Comme c'est votre père, puis voici les valeurs qu'il semble avoir, ben, peut-être que ce serait la même décision que je prendrais pour mon père, mais peut-être que ce serait une autre décision. Puis ça, on pourrait se revoir là, pour un podcast, comment avoir les discussions familiales, parce que il y a des postures très différentes en offrir une recommandation, prendre la décision sur nos épaules comme médecin, parce qu'il y a des familles qui sont incapables de prendre une décision et tout ça. Mais peut-être que pour ce podcast-ci, le plus important, c'est la question d'ouverture. Puis moi, ma question préférée, j'ai 2 questions préférées. La première question s'adresse souvent aux patients en début, quand on rencontre pour la première fois, ou aux familles. C'est dites, qu'est-ce que c'est important pour moi de comprendre de vous, de connaître de vous, pour que je puisse vous offrir des bons soins? Ça, c'est une question d'ouverture. C'est une technique qu'on utilise en médecine palliative qu'on appelle la thérapie de la dignité. C'est pour ramener vraiment les soins très personnels. Puis là, il y en a qui vont dire, moi, c'est important de savoir que je veux vivre le plus possible, puis tout ça. Il y en a qui vont dire, moi, ce qui est important de savoir, c'est que ce que je veux, c'est vraiment pouvoir voyager. Il y en a qui vont dire, ben moi, là, je veux pas souffrir. Puis donc, souvent, d'emblée, on est capable de saisir un peu, de percevoir c'est qui la personne, de cerner. C'est ça le terme francophone. Puis l'autre question importante, c'est aux familles, souvent dans une rencontre familiale, où est-ce qu'on sait qu'on va avoir un carrefour décisionnel à faire, c'est de dire, parlez-moi de lui dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Comment c'était sa vie? Racontez-moi une journée typique. Puis ça nous donne déjà, c'est quoi son niveau fonctionnel? Ça nous donne déjà un petit peu au niveau de son état d'esprit, parce qu'il y en a des familles qui vont dire, ah, il était bien découragé, il voulait plus vivre, ça faisait des semaines et des mois qu'il parle que là, si la mort s'en venait, bien, il accepterait, puis tout ça. Puis on fait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ou au contraire, dit, ah non, ça n'allait pas bien, mais il allait vraiment, vraiment bien avant, puis tout ça. Puis là, ça nous prend complètement par surprise. Donc, encore une fois, nous, ça nous dit, ah, voici dans quoi la famille est. On voit un peu le mindset de la famille. Excellent, c'est vraiment, vraiment bien. Je trouve ça intéressant, ton approche, puis c'est vraiment différent et semblable aux soins intensifs en même temps. Hein. Je t'écoute parler, puis ça me donne plein de bons trucs. J'espère que ça vous donne des trucs à vous aussi. Le temps file maintenant, puis effectivement, je pense qu'on va devoir se revoir à nouveau, peut-être pour des trucs un peu plus sur la communication, puis tu vas pouvoir développer un peu là-dessus. Mais avant de nous quitter, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu, si tu avais des recommandations à donner aux médecins là, qui font des soins intensifs, là, comme tous ceux qui nous écoutent, puis même aux infirmières, puis à tout le monde là, qui nous écoute, des petites recommandations faciles, rapides, qu'on peut déjà appliquer là, dès aujourd'hui là, dans notre pratique de tous les jours, là, qui pourraient venir un peu plus se rapprocher d'un état de soins palliatifs, puis d'un état plus adéquat envers nos patients qui, des fois, peut-être que pas qu'on abandonne parce qu'au fond, on les traite de façon assez intense et agressive, là, mais que peut-être qu'on délaisse ce petit côté-là plus humain là, qui serait nécessaire pour l'amélioration de nos soins. Oui, j'allais faire un peu en rapid fire, justement. Ce qu'on voit beaucoup, c'est l'importance des familles. On l'a vu dans la COVID, l'importance des familles aux soins intensifs. Les patients aux soins intensifs, c'est une période de leur vie qui leur manque. Hein. Ils sont souvent inconscients, puis ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis un des objectifs
des soins palliatifs aux soins intensifs, ça serait de diminuer les symptômes pendant le séjour, diminuer les symptômes après le séjour, puis diminuer le deuil des survivants si le patient meurt durant son hospitalisation. Puis toutes les recommandations que je vais faire s'inscrivent là-dedans. Des horaires flexibles de famille aux soins intensifs. Là. On ne doit plus avoir des visites 3 heures par jour, là, réparties 1 heure à la fois, comme ça. Là. Les familles doivent être beaucoup plus présentes, probablement dans une période où est-ce que quand la COVID va être moins omniprésente, ça sera plus facile de mettre en place. Diminuer le délirium. Le délirium, on l'a vu, là, vous lui avez accordé une super importance. Hein, c'était un des premiers podcasts du francophone, mais le délirium est vraiment très délétère pour les familles, puis pour les patients et les familles, en fait. Puis ça complique les deuils, puis ça a des conséquences à long terme pour les patients. Donc, il faut être très agressif dans la prévention et le traitement du délirium, surtout dans sa prévention. Les approches pour diminuer les états de stress post-traumatique. Par exemple, les familles se demandent au chevet, qu'est-ce que je peux faire? Bien, juste tenir un journal pour pouvoir remettre un peu du contenu dans ce trou qui représente le séjour aux soins intensifs. C'est une des approches qui a été démontrée pour diminuer les syndromes de stress post-traumatique. On a parlé de la communication, on a parlé d'intégrer d'autres professionnels on est moins habitué d'intégrer, là, les intervenants en soins spirituels, les travailleurs sociaux, ça fait partie de ça. D'avoir une salle de rencontre dédiée. Il y en a encore des unités de soins intensifs. Hein? On voit dans la pandémie, presque la première chose qui a sauté, c'est la salle de rencontre, mais il faut travailler pour qu'elle revienne, cette salle de rencontre-là, parce que c'est super important. T'sais, s'asseoir pour donner pour avoir notre communication, c'est super important. Puis je vois encore plein d'unités où est-ce qu'il n'y a pas assez de chaises pour les familles. Où est-ce qu'il y a des membres de la famille qui sont obligés de rester debout pendant des heures. Il faut que je choisisse soit que je reste debout parce qu'il y a 2 chaises, puis on est 4 au chevet. Ça n'a pas de sens. On veut être là, on n'accepterait pas ça dans plein d'autres domaines de la société. On ne doit pas accepter ça aux soins intensifs, surtout dans la perspective où plusieurs de ces patients-là vont mourir. Puis, peut-être le message final, c'est prendre soin de l'équipe. On l'a vu, la pandémie, à quel point ça a été difficile, à quel point ça peut donner une perte de sens. Mais les soins palliatifs, c'est un des moyens de redonner du sens à ce qu'on fait. Puis, on voit avec les infirmières notamment, les soins PAL, là, on a parlé du rôle du médecin qui vient, mais les soins PAL, là, c'est beaucoup l'accompagnement des patients et des familles, puis c'est fait au quotidien par les infirmières aux soins intensifs, sans le savoir qu'ils font une approche qui est parfois palliative intégrée, dans la balance décisionnelle, dans supporter tout ça, toutes les choses, la gestion des symptômes au quotidien, c'est les infirmières qui le font, là, parce que souvent, les médecins, on leur a prescrit des choses, puis c'est les infirmières qui vont les appliquer, de prendre la décision, est-ce que je lui donne quelque chose pour ses nausées, quand est-ce que je lui donne tout, puis est-ce que je lui donne un traitement en prévention de la douleur pré-mobilisation. Donc, on voit que les infirmières, c'est vraiment le cœur de ça. Et donc, comment redonner du sens à des situations qui n'en ont pas beaucoup? Bien, redonner ça un peu le projet de vie du patient, puis d'humaniser les soins, ça, c'en est un. Puis peut-être comme petite touche finale, on ne se forme pas beaucoup sur la communication, puis comment on fait pour humaniser des soins. Là. C'est bien beau, mais une des manières de le faire, là, c'est de lire des histoires. Puis je ne vous dis pas qu'il faut que vous arriviez, on arrive aux soins intensifs trop tard pour lire des histoires à nos enfants. Alors, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais prenez un moment, là, il y a tous les grands journaux, il y a une petite section, le Humanities ou a Peace of Mind dans le JAMA ou quelque chose comme ça. C'est 1 page ou 2. Ça ressemble un peu à l'article dont tu évoquais, Yann. Lisez-en 1 par mois, 1 par 2 mois. Juste ces histoires-là, tu fais comme ça me fait voir les choses un peu différemment. Puis si j'avais le temps que je vois ces choses différemment, là, si j'avais passé le même temps dans ma formation, mon soin intensif, puis dans mes années à voir ces choses différemment-là, je pense que ça aurait fait de moi un meilleur médecin. Effectivement, ces histoires-là, ça nourrit. Puis des fois aussi, on se retrouve, hein, parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Parce que des fois, il y a des deuils qu'on vit avec des familles, quand on s'est rapproché d'eux sur des semaines et des semaines, puis ça devient dur. Fait que ça peut nous aider à voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Wow, merci beaucoup Mathieu. Effectivement, je pense que ça, on peut en parler longtemps. On va essayer d'en reparler, on va essayer de monter peut-être une petite structure différente avec peut-être des petites capsules podcast dans le futur. On vous promet rien, mais on va travailler là-dessus. Puis, je voudrais te remercier d'avoir pris ce temps-là pour nous parler. Puis, on sait qu'on travaille tous beaucoup, on travaille tous fort. La COVID nous a un peu affectés. Il est tard présentement pour nous pendant l'enregistrement, fait que je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps-là pour discuter avec nous. Vraiment, merci Mathieu.
Ça fait très plaisir. Si ça peut vous aider à offrir les meilleurs soins aux patients, je pense que tout le monde en est gagnant. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Faites attention à vous. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, sur YouTube. On est sur Twitter aussi. Gênez-vous pas pour réagir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Puis, soyez là pour le prochain épisode. Au revoir. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.